Bonsoir à tous. Bienvenue à ce Meetup DevOps. Euh, c'est un Meetup DevOps qui va être orienté sur les pratiques du support. On parlera aussi des manières d'automatiser, des manières d'améliorer les performances d'une équipe de support, d'un centre de service de manière plus globale. Moi, je me présente, je m'appelle Lévin. Je suis à Exia depuis 2 ans. J'ai travaillé du coup en tant que support orienté euh, pipeline DevOps, gestion des plateformes d'automatisation ACATS dans une équipe d'une dizaine de personnes. Et cette mission-là, elle était occupée juste avant par une autre personne d'Extia, Rémi Villain, qui est aussi ce soir présent, qui a du coup co-rédigé ce meet-up avec moi. Bonsoir à tous. Du coup, je vais me présenter vite fait, je te rends la main. Vas-y, je t'en prie. Donc pareil, je me présente, Rémi Villain, donc lead de la communauté DevOps. Ça fait 3 ans et demi que je travaille pour Extia. Et j'interviens sur ce meet-up avec Lévin, puisqu'effectivement, comme il l'a précisé, on a occupé le même poste pendant des périodes de temps différents. Donc aujourd'hui, on va vous proposer un petit sujet basé sur un retour d'expérience de quasiment 2 années cumulées, quoi. Et voilà, je te rends la main, Lévin. Yes. Donc, il va y avoir plusieurs étapes. On va d'abord essayer de décrire globalement ce que c'est un centre de service, et parce que c'est important, vous allez voir ensuite, pour bien comprendre comment améliorer les performances d'une équipe qui travaille dans un centre de service. Et ensuite, on va voir comment ça peut prendre forme dans différents contextes, plutôt l'action en elle-même, qu'est-ce qui est fait tous les jours, quelles sont les tâches quotidiennes des membres de l'équipe des supports, des équipes de support, comment on peut mettre ça en parallèle avec l'organisation qui a été présentée juste avant. Pour les pratiques, dans la troisième partie, ça sera du coup là plutôt une partie théorique sur ce qu'on peut mettre en place, justement, le cœur finalement de la presse, ou ce qui permet d'améliorer les performances du support. On va définir des KPI, etc. On va revenir, comme c'est principalement cette présentation, un retour d'expérience sur quelques chiffres qu'on va présenter, que Rémi va présenter d'ailleurs. Et ensuite, on pourra discuter plus globalement des évolutions de ces équipes dans le temps, dans une partie noblement appelée l'avenir du support. Voilà. Un centre de service, je pense que ça parle à plein de gens. On a tous des préconçus en tête, des idées préconçues. C'est tout d'abord quelque chose d'assez fatigant. C'est des normes. Voilà, c'est basé sur des pratiques d'organisation d'infrastructures, d'organisation d'équipes, l'ITIL, information, technologie, infrastructure, librairie, et l'ITSM, dans notre cas, dans les entreprises digitales. C'est quelque chose qui a été inventé dans les années 80, reconnu d'abord par le BSI, British Standard Institute, et puis ensuite, ça s'est passé en ISO. On a l'ISO 20000 et 9001. Voilà. On s'en débarrasse maintenant des normes parce que c'est important de dire que voilà, c'est réglementé. Ça, c'est pas forcément appliqué dans toutes les entreprises de la même manière. Et ça peut prendre plusieurs formes. En fait, un centre de service, à contrario d'un support, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être orienté client, orienté interne. C'est important que la différence soit faite en fonction du service.
voilà, on produit des services, on est une entreprise de services numériques, et le centre de service, c'est celui qui va faire la relation entre l'utilisateur et donc les personnes qui gèrent ces services. Donc tout le monde, normalement, ce soir, a travaillé ou va travailler avec des centres de service. À la base, dans les concepts utiles, c'était plutôt quelque chose qui était orienté satisfaction client. Donc, on avait d'importants. Vous allez voir que ça va changer finalement pas mal de choses dans l'approche de comment on interagit avec les utilisateurs. À droite de votre écran, vous avez vraiment une liste non exhaustive d'ailleurs de pas mal de services qui peuvent être présents, nous, dans le secteur du numérique. On peut voir qu'il y a des choses qui peuvent être très orientées développement, mais ça peut être de l'infra, même plutôt des choses pour les relations humaines, des choses qui concernent les techniques, etc. Voilà. Dans le cadre de notre retour sur expérience, nous, on était vraiment plutôt support informatique. Donc, l'image que j'ai mise précédemment de The IT Crowd, on était vraiment pas si loin. On ne va pas se mentir. Il y avait quand même des cas où on avait presque des problèmes matériels, et oui, il faut débrancher, rebrancher l'ordinateur pour que ça fonctionne. Mais quand on parle du support en interne, en général, on parle du centre de service du coup, qui va gérer la liste de services que vous avez devant les yeux. Ça peut être le versionning, les pipelines, la gestion de l'industrialisation, voilà, tout un ensemble de choses. Et ça couvre, il faut se dire aussi que ça couvre un ensemble de technologies qui est quand même, qui font nos métiers, qui est quand même assez vaste. Et donc, quand on est en première ligne du support, en général, on doit avoir pas forcément une expertise, mais au moins une culture de ce qu'il peut y avoir en place dans plusieurs environnements, etc. Pour synthétiser tout ça, je pense que le mieux, c'est de parler de l'action. Il y a des processus, en fait, qui sont assez communs à la gestion, qui sont assez communs dans les centres de services, qui sont même tout le temps présents dans les centres de services. On a d'abord des processus de changement, de problèmes d'incidents, qui sont, qui résultent d'une anomalie ou d'une modification des ressources existantes. Et donc, ces processus qui doivent être au cœur de l'action qui sont importants dans les centres de services, car plus on réduit ces gènes, plus on obtient finalement un fonctionnement normal de ce qu'on souhaite. On a aussi des processus qui peuvent être gérés pour la mise en production, donc la mise à disposition des logiciels, du matériel, etc. Et des configurations. Donc, de la même manière, un peu, c'est pour s'assurer que notre produit soit rendu disponible, il soit configuré pour fonctionner de manière globale. En général, ces incidents, ces changements, ils vont générer une demande. Au final, c'est un besoin de l'utilisateur. Il a besoin d'avoir des informations, il a besoin d'avoir des autorisations. Et on peut caractériser de plusieurs manières la demande. On va avoir justement le type de processus impacté. C'est un problème. Voilà. J'ai un problème sur quel type de global de ressources. Sur un front-end JavaScript,
Voilà, dans la phase du projet, on en est encore on est avant l'implémentation de ce que je veux faire. L'outil concerné, on est sur Fiddler et moi, ça m'empêche de travailler, donc je vous le dis, parce que c'est important. Comment cette demande va être reçue? Pour ça dépend. Merci. Là, pardon, excusez-moi. Alors c'est quoi le bon alors vas-y, c'est quoi le bon scénario? C'est quoi le mauvais scénario? Ouais, c'est ça. Il y a des cas où on peut se retrouver à demander à peu près quelqu'un auquel on pense à une expertise, et en final, on se retrouve à vagabonder avec des suites de mails. Je pense que ça arrive à tout le monde, d'avoir des suites de mails où on cherche une personne qui puisse nous débloquer et qui finalement ne fonctionne pas. L'idée dans les normes qui ont été mises en place pour la gestion des centres de services, c'est d'avoir une structuration des communications, une centralisation. On a donc une structure qui se rapproche de ce qu'il y a à droite de l'écran, avec des équipes avec des niveaux d'expertise différents, N1, N2, N3. En général, on essaie d'avoir une seule entrée, donc le N1. Nous, c'est ce qu'on avait dans l'expérience, dans notre expérience chez CATS. Il peut y avoir aussi des équipes qui soient à plusieurs niveaux, qui soient N2 sur des sujets, N3 sur des sujets, en fonction des services qu'ils ont à gérer, qui sont à leur charge. Voilà. Les demandes, du coup, vont former vont être caractérisées. On va s'attacher à des outils de ticketing pour gérer ça plus simplement et pour faciliter la communication entre les équipes. On a un exemple assez court et simple de ce qui peut se passer au niveau de la communication voilà, entre les différentes équipes. On a le demandeur qui a un runner GitLab Oom. Le N1 va essayer de caractériser au maximum la demande et même de régler si c'est possible. S'il manque d'expertise ou qu'ils n'ont pas réussi à caractériser la demande, ils vont ils vont transférer à une autre équipe d'un niveau d'expertise plus fort. L'idée, c'est que les tickets qui seront créés par les demandeurs même, ils ne soient jamais perdus, qu'il y ait toujours quelqu'un qui suive ce qui se passe. C'est en général le rôle de l'équipe N1 qui doit s'assurer que tous les besoins du demandeur ont été répondus. Enfin, le centre de service a répondu à tous les besoins du demandeur. Ce qui veut dire que s'il y a besoin d'expertise sur différents services, le N1 doit s'assurer que ça passe vers le N3 qui correspond pour ensuite récupérer le ticket et ensuite le renvoyer vers un autre N2 ou un autre N3 qui correspond. Voilà, ça c'est une révision, c'est un sommaire de ce qui a été dit précédemment. Il y a aussi un truc qui est très important qui est fait par l'équipe N1, donc, qui est d'établir le premier contact. Il faut se rendre compte qu'on est dans un environnement de travail, il peut y avoir des moments de perte de lucidité, ou même de personnes qui n'ont pas forcément toutes les connaissances sur tous les sujets. Comme on a dit, ça peut être étalé. C'est important de bien caractériser, bien comprendre le problème. Par exemple, il peut y avoir une demande sur un GitLab qui est Oom, mais en final, le problème, il vient d'autre chose. Il y a un job qui se multiplie sur GitLab ou quelque chose comme ça. Et il faut bien comprendre le problème avant de pouvoir transférer et d'organiser du coup la réponse. Pourquoi c'est important qu'il y ait ce contrôle du N1 parce que pourquoi c'est important qu'il y ait ce contrôle du N1 sur les communications entre les équipes
Si vous vous souvenez du cercle que j'ai montré juste avant avec la suite de mails qui s'enchaînent, on peut avoir des cas aussi où les demandes passent d'équipe en équipe sans finalement trouver de solution. Et il faut qu'il y ait une personne qui ait la charge de s'assurer ça, de s'assurer que les besoins soient bien répondus. Pour faire tout ça, il y a ensuite des petites astuces. Il y a des astuces pour améliorer les performances de ces équipes-là. Pour améliorer les performances, il faut définir la performance. Donc, on va définir des KPI. On a des nombres de tickets résolus dès le premier échelon. Parfois, on a besoin d'une expertise, parfois, on n'a pas besoin. Le mieux, c'est quand il n'y a pas besoin de solliciter les équipes de niveau 2 qui ont des services à améliorer et qui ont aussi une roadmap à eux. Voilà, on a besoin de savoir si le ticket pouvait être résolu de par lui-même par l'utilisateur, si il ne pouvait pas être résolu, s'il y a un process qui est en place. Voilà. Combien de temps ça a pris. CATS, pour ma part, quand moi j'y étais, ça c'est mes KPI personnels, on avait entre 130 et 180 tickets par semaine. Voilà. 50% des tickets transférés au N2, ça ne me concerne pas. On en a discuté plus longuement avec Rémi. Actuellement, il est N2 à CATS. Et donc, il y a toujours cette guéguerre qui est liée finalement au KPI que je viens de vous présenter entre les N1 et les N2. En termes de documentation, donc on est à 50% qui est difficilement documentable, 30% qui sont déjà documentés et 20% documentés. Des choses assez basiques. Et le temps, si on rapporte ça au nombre de tickets que je vous ai présenté juste au début, finalement, on a des bonnes semaines, 30 minimum par semaine, 1h30 en moyenne. 1h30 maximum, j'ai mis. Ouais. Pour les tickets résolus au N1 et entre 20 et 30 demandes N2 à suivre. Donc ça, c'est en tâche de fond. C'est ce que je vous ai dit, c'est de s'assurer que les communications se passent bien, que le demandeur ait sa réponse, que les problèmes soient résolus. Et ça, c'est une manière constante. En général, les chiffres, ils ne descendent pas pour la plupart. Moi, quand j'y étais, dans la plupart des équipes, il y avait des gens qui avaient des tickets N2 à suivre depuis des années. Bon, ça les regarde. En général, pour englober ces KPI, on a tout un ensemble de contrats de traités qui vont gérer ça. Nous, on n'avait pas ça à CATS. Je l'ai mis dans la présentation parce que je pense que c'est important de le rappeler en cas de sous-traitance, par exemple, externe des problèmes. Globalement, c'est des acronymes qu'on voit souvent. Et voilà, ça peut être bien de rappeler leur définition. Mais c'est Service Level Agreement, donc c'est vraiment les KPI, juste ce qui était présent. Est-ce qu'ils sont respectés? Combien de temps de réponse, temps du premier contact, nombre de tickets résolus, pourcentage de tickets résolus. Voilà. L'underpanning contract, c'est un peu similaire, mais c'est plus sur justement des fonctions de services gérés extérieurement. Pas des services qui ont été développés en interne. Et le HOLA, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est à quel moment les problèmes, les demandes génèrent des problèmes sur le service en lui-même. Dans ces centres de service, on a donc des communications qui doivent être régulées. Pour ça, on a des workflows de communication avec des systèmes de ticketing. Voilà. Là, il y a un exemple de workflow, il peut y en avoir plusieurs. C'est en général, globalement, ce qu'il y a dans plusieurs services
centre de service. On a des outils qui peuvent être développés en interne, ou alors on peut utiliser toute la suite, la magnifique suite de logiciels qui permet de faire du ticketing. À CATS, on utilisait Jira, voilà. Mais il y a des services qui sont plus pratiques que d'autres. Jira et Jazz ont été utilisés à CATS. GLP, en général, c'est pas mal répandu aussi, même de la même manière que Rainmind. Voilà, c'est juste pour être conscient de l'ensemble des services qu'il peut y avoir. Une manière d'améliorer les performances du support, c'est en général de zapper la communication avec le N1 pour automatiser directement l'orientation des demandes. Pour ça, il y a des manières de faire avec les outils. L'automatisation des demandes de support, ça peut être fait pour des demandes qui sont assez communes, des choses qui peuvent être templétisées. Par exemple, pour de la mise en production, on peut faire un ticket avec un template, même c'est pas mal si on doit faire un ticket, de mettre des exemples, de mettre une procédure à côté et de pouvoir gérer ça. Tac. À CATS, on appelle ça des demandes passe-plat. Donc l'automatisation a été faite par l'équipe N1 quand moi j'y étais. C'était pas encore en place quand Rémi y était. On essayait de documenter au maximum ces choses-là et ça permettait de réduire la charge du coup sur l'équipe N1. Yep. Parmi les pratiques du support, du coup, il y a, comme vous avez vu tout à l'heure, le nombre de tickets documentés qui permet de réduire la charge sur le support. Il y a beaucoup de manières de documenter. Et en général, c'est les premières choses que vous allez avoir à chercher dans l'entreprise. Il y a ça aussi, que quand les personnes ne sont pas familières avec les services, ils vont avoir tendance à faire plus de demandes. Donc, pour réduire tout ça, il faut avoir un outil de documentation qui est solide, sur lequel ils peuvent s'appuyer pour démarrer et pour pouvoir se rattraper le wagon avec les personnes qui étaient là avant. En soi, l'outil, ça peut être n'importe quoi. J'en ai mis quelques-uns à l'écran. L'important, c'est qu'il soit global pour tout le monde. Qu'il n'y ait pas des bouts sur GitLab, des bouts sur Mantis, des bouts qui traînent un peu à gauche, à droite, qui soient versionnés pour la gestion de l'obsolescence. Il y a des ressources qui traînent dans les systèmes d'information depuis les années 80. Et s'il n'y a pas d'informations sur les dates de publication des documentations, reprendre des choses comme ça, c'est juste impossible. Incontestable, il faut qu'il soit bon. Si l'outil de documentation n'est pas assez bon, il va y avoir la génération de la doc en interne dans les équipes. Il va y avoir des gens qui vont déployer leurs propres sources de documents, enfin leur propre plateforme de documentation. Il va y avoir des choses il va y avoir une perte de contrôle en fait. Et ça va augmenter le travail du support, tout simplement, de trouver les références pour tel ou tel pipeline sur GitLab, l'autre sur Xdoc, etc. Ce qui est bien, et ce qui a été mis en place dans nos missions avec Rémi, c'est d'avoir une plateforme de documentation qui est tous les outils de notre monde moderne, moteur de recherche, on puisse faire des référencements aussi sur les pages, voilà, on puisse gérer les droits sur les différentes pages, on puisse modifier et bouger, faire des recherches sur les arborescences. Et la cerise sur le gâteau, c'est vraiment de pouvoir
créer des notifications. Il y a une nouvelle doc qui a été publiée, il y a une release d'un pipeline Digital AI qui est bon. On fait le processus, on notifie tous ceux qui sont concernés via mail et on vit tous dans le meilleur des mondes. Voilà. À CATS, ils utilisaient XWiki. Ils utilisent XWiki, toujours. Moi, je suis plus Rémi. Qu'est-ce qu'il y avait dans la documentation de CATS Donc, il y avait documentation nécessaire. Il y avait quelque chose pour documenter les incidents. Toute une partie qui définissait la marche à suivre dans les différents incidents qui passaient et présents. C'est notamment là que la notification peut être pratique. À la place de prévenir tout le monde et ensuite de faire une documentation pour expliquer la marche à suivre, vous écrivez la marche à suivre et tout le monde est notifié quand elle sort. Une page, en général, les entreprises ont tout ça, mais une page qui référencie le lien vers le Argo CD, le lien vers le Artifactory, le Nexus, etc. Une page qui permet d'accéder aux ressources internes qui ont été développées ou aux plateformes qui sont poussées. Voilà. S'il y a des outils, s'il y a un inventaire d'outils qui est utilisé par l'entreprise, c'est bien d'avoir des documentations associées. Pas forcément pour la prise en main de l'outil, mais pour l'utilisation qu'en fait l'entreprise spécifiquement. Comment récupérer, comment utiliser des packages qui nous appartiennent dans Eclipse ou des choses comme ça. Là, la doc sur la CI/CD. Est-ce que Jenkins va sur GitLab, etc. Une partie communauté métier qui était lissée libre chez CATS, qui regroupait par exemple les développeurs front-end ou back-end, etc. Et finalement, quelque chose qui avait en place chez CATS, qui est la doc par parcours, qui est par stack technique. Quelles sont toutes les étapes qui doivent être faites pour pousser une ressource en prod. Sur la documentation des services. Et là, je sais pas si... là, c'est souvent Rémi qui est plus expérimenté là-dessus. Ce qui était en place, c'était un cadre architectural. Pour quelles ressources est utilisé ce pipeline, les contraintes d'utiliser ce pipeline au niveau logiciel et au niveau sécurité, et quelles sont les possibilités avec ces pipelines-là. Pour le nouvel arrivant, une présentation de ressources basiques ou quelque chose de simple à mettre en place, et ensuite des guides d'implémentation séparés, plus complexes, pour les personnes qui veulent faire des choses plus complexes. Et pas que pour les nouveaux arrivants. C'est quelque chose qui marche très bien pour le coup, les quick guides, parce qu'on est tous humains. Et quand on veut faire quelque chose, on veut faire vite. Donc si j'ai mon quick guide qui permet de couvrir 90% des cas standards et qui répond déjà à la question, je vais soulager fortement la charge du support derrière. Voilà, je voulais juste rajouter ça, excuse-moi. Pas de souci, non. Non, sens-toi libre d'intervenir quand tu veux. Oui, non, pas de souci. Et enfin, le suivi fonctionnel, roadmap, release note, les incidents qui sont liés à l'utilisation de ces services et les problèmes récurrents qui peuvent peut-être être implémentés dans une future roadmap, enfin corrigés dans une future roadmap. Des pratiques pour la doc un peu bateau, que tout le monde connaît sans appliquer. Délimiter le périmètre d'une doc pour être sûr qu'il n'y a pas de perte d'informations tout au long de la doc, quoi. Le mieux, c'est de prendre des templates
si tous les pipelines GitLab sont référencés de la même manière, et ben, c'est trop bien. C'est rapide pour l'utilisateur, il n'a pas besoin de chercher des plombes et il a moins de chances de perdre des informations dans l'histoire. Le dédoublement de la doc, c'est maléfique, il ne faut pas le faire. Mais c'est archi commun. C'est pour cette raison que le périmètre de la doc est super important à préciser avant d'écrire la doc. Présenter tout dans son entièreté, les pipelines dans leur entièreté. C'est possible que on passe de GitLab à Jenkins, à RTC très rapidement, mais il faut présenter l'entièreté de tout ça parce que sinon, si on dit juste poussez sur votre bouton sur GitLab et que ça lance un Jenkins pour un Ansible qui, voilà, en fait, on ne peut plus rien faire parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe derrière ça. Continuez toujours la doc. À chaque fois qu'il y a une demande, le mieux, il faut la modifier et référencer la doc. Il y a besoin d'afficher les quick guides, par exemple, en premier, ou des choses assez basiques en premier avant de tomber sur la doc d'implémentation très, très précise. Pour être sûr que la documentation elle est bien utilisée, il y a des méthodes drastiques telles que le tracing, finalement le tracing des documentations consultées. Voilà, s'il y a une mise à jour sur un document et qu'on voit que il y a une anomalie ou qu'ils n'utilisent pas la bonne doc pour monter à jour, on peut le voir grâce à du tracing. S'il y a une doc qui est censée être toute nouvelle, qui n'est pas utilisée, c'est pareil, on peut le voir grâce à du tracing. Et voilà, j'ai mis quelques outils Matomo qui étaient utilisés chez ATS, AT Internet, et puis j'ai mis d'autres choses qui peuvent être assez simples à mettre en place. On arrive sur la partie un peu plus précise. Rémi, je te laisse prendre la parole. Exactement. On va juste faire une toute petite pause pour les questions parce qu'il y en a au moins une. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête pendant qu'on répond à la première, n'hésitez pas. Donc, première question, c'était question de Nicolas. C'est bien XWiki ou vous avez des meilleurs outils en tête? Alors, des meilleurs outils, j'aurais du mal à te répondre parce que j'ai pas forcément travaillé sur le choix de l'offre du portail de documentation. Ce que je peux te dire par contre, c'est que XWiki, c'est pas si mal. Ça a les outils, on va dire clés qu'on a vus un peu plus tôt. Donc, c'est un moteur de recherche, ça permet d'envoyer des mails, ça permet de faire des gros portails. Nous, on a un gros portail de documentation et ça tient assez bien la route. Par contre, c'est peut-être un petit peu lourd et il y a une bonne remarque de Mathias, c'est que ça manque sûrement d'intégration avec d'autres outils. C'est aujourd'hui, si tu veux, je peux donner un exemple. Nous, on avait une pipeline GitLab où on voulait publier des choses, ça passe par des appels REST vers le XWiki. Il n'y a pas une intégration native. Ce qui a motivé le choix de XWiki, je crois qu'il y a mieux que XWiki, mais gratuit et aussi bien que XWiki, je crois que c'est difficile. C'est ça qui avait motivé le choix, en tout cas, à CATS de faire ça, de prendre cette plateforme-là. Hop, on va fermer la question. Merci, Armel. Je laisse encore 10 secondes, le temps que les gens soufflent, et après on passe au Rex. Ouais. Et on a beaucoup insisté sur la doc, spoiler alert, vous allez vite comprendre pourquoi. Ouais, parce que c'est pas le point le plus intéressant de faire de la doc, mais pourtant c'est forcément un point clé. Ouais, tu vas pouvoir mettre la première slide. Ok. Du coup, moi je vais vous présenter un Rex du support. Retour d'expérience autour du support. Donc, ce retour d'expérience, on l'a fait sur une période observée de à peu près 3 ans maintenant. Donc, en sachant que moi, j'ai occupé le poste de N1 il y a 1 an et demi maintenant. Une fois que je suis parti, j'ai terminé mon service au poste de N1 il y a 1 an et demi. J'avais fait le N1 pendant environ 1 an. Et une fois que je suis parti, Levin a repris le flambeau pendant aussi 1 année. Et maintenant, moi, je suis côté N2, donc je continue de suivre du coin de l'œil ce qui se passe côté N1
et j'ai beaucoup de tendresse pour cette équipe qui m'ont accueilli. Non, plus sérieusement, donc là, on s'est focus vraiment sur l'arrivée sur l'équipe de N1. On pourrait se focus sur d'autres équipes, mais on n'aurait pas forcément le temps. Donc pour le contexte, tous les graphes, toutes les données que vous allez avoir, donc il faut savoir que l'équipe de N1 dont on va parler, c'est une équipe qui a, comme Lévin l'a dit un peu plus tôt, une dizaine de personnes. Donc c'est une dizaine de personnes qui est assez stable. Il y a en général 2 prestataires dans l'équipe et le reste sont des internes. Donc il n'y a pas eu de chamboulement dans l'équipe, il n'y a pas eu de grosses arrivées ou de gros départs, même si je crois qu'ils ont eu encore un peu de sang neuf il n'y a pas si longtemps que ça. Donc cette équipe, pour elle, qu'est-ce qu'elle fait en tant que N1? Parce que le N1, ça peut varier quand même un petit peu. On va dire les attributions du N1 peuvent varier un petit peu d'une entreprise à l'autre. Vous pouvez avoir des N1 où c'est vraiment vous exécutez une fiche script et si jamais ça sort du script, ce n'est plus votre ticket. Là, non, on est quand même sur une équipe qui répond aux besoins des développeurs, donc autour de l'utilisation des outils, des méthodologies autour des outils, et qui les réoriente si vraiment ils ne sont pas capables de traiter la demande ou si ça devient trop pointu, trop complexe, ou si ça passe par de l'administration d'outils, ce genre de choses. Par exemple, si c'est un bug et qu'il faut aller résoudre quelque chose en base, c'est pas le N1 qui va aller résoudre en base le problème pour l'outil concerné. Donc les jolis graphes qu'on a là, on en a 2. On a le premier graphe qui est le cumul du nombre de tickets qu'on a reçus au cours des dernières années. Donc on remarque une chose très intéressante, c'est que tout se passait bien jusqu'en 2020. Et arrivé 2021 et 2022, on a eu une explosion du nombre de demandes. La charge a augmenté de environ 30 à 35%, je crois. Enfin, j'avais fait le calcul, mais on est dans cet ordre de grandeur-là. On a un tiers de tickets en plus d'une année à l'autre. Et quand on regarde 2022, on voit qu'on est parti pour rester dans le même ordre de grandeur. Ces tickets-là, au niveau des choses qu'on trace et qu'on suit, c'est par exemple combien de tickets sont traités par le N1. Donc ce graphe-là, vous ne le verrez plus pendant le reste de la conversation parce que finalement, ça n'a pas évolué au fur et à mesure des années. On est toujours resté sur une distribution d'environ 50% des tickets traités directement par le N1 et 50% qui passent par une intervention du N2. Donc, on revient à notre premier graphe. Augmentation de la charge, on arrive en 2020, plus 30%. Bon, on sait à peu près tout ce qui s'est passé autour de 2020. C'est un peu d'isolation des personnes. En plus, je crois que le crédit que CATS avait fait des recrutements en plus sur cette période-là. Donc, on a beaucoup de nouvelles personnes, on a du confinement, les gens sont isolés. Donc, les demandes en support, elles explosent parce qu'on n'a plus ce mec dans l'équipe qui connaît tout à tout. Ou en tout cas, on ne veut pas le déranger sur Teams. Qu'est-ce que ça impacte sur notre équipe? Ça impacte qu'on a une chute des KPI. Les fameuses KPI qu'on avait évoquées plus tôt, qui est notamment le temps de réponse et le nombre de tickets traités versus le nombre dispatchés. C'est que quand j'ai dit que le graphe n'a pas beaucoup bougé, c'est un peu faux. Il y a une augmentation au début des tickets envoyés chez le N2 parce que le N1 n'avait plus le temps. Et il y a eu une augmentation du temps de traitement des demandes du N1. Forcément, quand on a un tiers de tickets en plus, c'est pas évident de les traiter aussi rapidement que ce qui se passait avant. Tu vas pouvoir changer de slide. Ouais, à savoir que chez CATS, il n'y a pas de KPI sur le temps de traitement des tickets. Ce qui est plutôt rassurant. Ouais, alors, il n'y a pas une KPI officielle. Voilà, il n'y a pas une KPI officielle, mais il y a quand même un constat qui a été fait par l'équipe N1 qu'à la fin de la journée, il y avait des tickets qui traînaient dans le panier des tickets du N1, là où avant, ça n'arrivait jamais, quoi. Donc, première chose importante à faire quand c'est comme ça, on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on analyse un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on remarque une chose, c'est les graphiques de gauche, c'est le graphique autour de la capitalisation et de l'écriture de documentation notamment. C'est qu'on a la partie rose, les 46%, qu'on a considéré en tout cas comme étant non capitalisables. Donc quand on avait un ticket, on pouvait déclarer quel type de capitalisation c'était. Et si on mettait non capitalisable, on n'avait pas besoin d'écrire une doc derrière. Donc, c'est un petit peu la solution de facilité quand on a un problème. Et après, on garde quand même un pourcentage, lui, qui est réellement des choses qui
où on n'a pas l'intérêt à perdre 2 jours à écrire une documentation pour un problème qui se présentera une fois dans une vie, quoi. Donc, on a la moitié qui est non capitalisable et on a quand même une petite part, ça se voit pas trop, mais de capitalisation qui est faite en interne. C'est-à-dire qu'il se transmet de N1 en N1. Donc, c'est quoi? Donc, ce modèle-là, l'avantage, c'est que quand on est un petit peu dans ce fonctionnement-là, quand on a un flux de tickets qui est constant, bah, ça marche très bien. Et puis, bah, quand il y a des nouveaux qui arrivent, on les forme aussi à la volée, mais il n'y a pas trop de soucis. Par contre, l'inconvénient, c'est que quand ça commence à augmenter, quand le flux augmente, ça suit le seul moyen de suivre le modèle, enfin, le seul moyen. Si on veut continuer à fonctionner comme ça, en suivant ce modèle-là, on est obligé de recruter des gens. Donc, parce que on peut pas traiter plus de tickets. Autre problème qu'on avait identifié, c'était les canaux d'entrée. Donc, on avait des problèmes au niveau des canaux d'entrée. On avait une boîte mail, on avait une ligne téléphonique qui ne sonnait jamais, ou en tout cas, on loupait tous les appels. On avait les gens sur Teams qui nous envoyaient des coucou, ça va, t'aurais pas 3 minutes. Et on avait notre Jira pour nos tickets. Quand tu disperses tes entrées, forcément, c'est beaucoup plus dur d'être factuel sur qu'est-ce qui ne va pas dans ton problème. Donc, là, c'est le constat. Ça ne va pas bien, on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a beaucoup parlé de DevOps, justement. Donc, il ne faut pas oublier que le DevOps, ils ont intégré des profils DevOps dans l'équipe parce qu'il y avait des besoins autour des outils, que ce soit GitLab, GitLab CI, Jenkins, Cube, ce genre d'outils. Mais ça a eu un deuxième effet, c'est qu'en plus, vous intégrez des profils qui ont une méthodologie et une façon de penser qui se repose sur les fameux piliers du DevOps. Donc, tout ce qui est notion d'amélioration continue, d'automatisation, de partage. Là, je suis en train je vous mens pas que je lis mes notes avec les 5 piliers parce que j'ai toujours du mal à retrouver les derniers. Donc, le partage, la mesure et la culture. Donc, on va partir sur ces points-là et on va essayer d'améliorer la situation. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, c'est la réponse à la question. Comment on fait pour prendre 30% de tickets en plus sans changer l'équipe, sans rajouter de membres supplémentaires, en tout cas, pas 30% d'équipiers en plus. La première chose à faire, c'est rationaliser les canaux d'entrée. Si vous avez plusieurs canaux d'entrée, est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir tous ces canaux-là? C'est une question à se poser. Nous, on a estimé que finalement, une boîte mail qui n'est jamais consultée et un téléphone qui embête plus de gens qu'autre chose quand il sonne, c'était pas l'idéal. Donc, on a décidé de fermer tous les autres canaux et d'autoriser les gens uniquement à venir nous consulter par Jira. Ça peut être un sacré traumatisme pour les personnes qui avaient l'habitude de vous envoyer un message sur Teams et que vous leur répondez et que vous leur consacrez 1h30 de votre vie pour résoudre leurs problèmes. Là, quand ils vous envoient un message, vous leur dites vous passez par un ticket et vous serez pris en charge par un des membres de l'équipe quand il aura le temps. Donc, c'est un peu un message qui est dur à faire passer, mais c'est d'expérience quelque chose d'efficace derrière. Deuxième point, c'est revoir la capitalisation et la priorisation des outils de capitalisation. Je ne suis pas rentré dans tous les détails du graphe, mais on voyait que avant, la principale capitalisation, c'était un chatbot. Et on s'est rendu compte que le chatbot, finalement, les gens ne l'aimaient pas trop. Et je pense qu'on avait aussi un problème de compétences au sein de l'équipe sur comment faire un chatbot efficace. Et en fait, si tu n'étais pas la personne qui avait écrit la réponse du chatbot et les mots-clés pour retrouver cette réponse, c'était plus difficilement exploitable. Donc finalement, le chatbot, c'est un bon outil en interne en tant que support pour retrouver ces infos. Mais pour les utilisateurs, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient le chatbot, il n'est pas si efficace que ça. Donc, il y a eu un shift de mentalité. On a dit la capitalisation, on passe maintenant, on passe on passe majoritairement par le wiki. Troisième travaux qui ont été pris, c'est l'amélioration de la caractérisation de ces tickets et l'identification des principaux problèmes, plus exploitation des informations. Bon, ça fait un long intitulé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, quand on reçoit un ticket, comme en plus on a l'avantage de tout recevoir au même endroit, on va mettre des tags et des champs supplémentaires. Donc on va dire c'est quel outil,
Ça vient de éventuellement, ça vient de quelle équipe? Ça vient de, comment dire? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Est-ce que c'est plutôt un problème de méthodologie? Est-ce que c'est plutôt un problème d'outils, de bugs? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui a besoin d'être accompagné? Donc, toutes ces informations-là, on a décidé d'améliorer nos tickets comme ça, avec ces informations-là. Ensuite, et du coup, avec tout ça, on a pu faire les jolis graphiques que vous avez vus. Et donc, juste avant, je vous ai fait un petit laïus sur, en vous disant, voilà, on met en pratique la culture DevOps. C'est en fait, on va retrouver tout ça, toutes les actions qu'on a fait, elles peuvent se classifier dans ces grands axes. L'amélioration continue, c'est l'idée de faire un chiffre dans la capitalisation et de forcer cette capitalisation, d'inscrire vraiment dans la culture de l'équipe qu'il faut écrire des docs, et même si on a un peu de retard sur les tickets parce qu'on est en train d'écrire de la doc, c'est pas grave, ça sera du temps gagné plus tard. Et surtout, dans l'amélioration continue, on n'a pas décidé de reprendre les 40% de tickets perdus des 2 ans. C'est hyper compliqué. La dette technique que ça représente est beaucoup trop grosse. Tant pis, on a accepté de ne pas s'intéresser à ça, ou en tout cas pas s'y intéresser tout de suite ou avant plusieurs années, avant qu'on ait fini de capitaliser tout ce qu'on a capitalisé de nouveau. Mais on y va petit à petit, step by step, ticket par ticket. Dans ce qu'on peut signaler, dans la culture aussi, c'est la culture et la responsabilité partagée. L'avantage d'avoir créé un wiki global, c'est qu'on peut dire aussi aux autres membres du support, aux autres équipes de support, que vous avez le droit d'écrire dedans. Et il faut que tout le monde écrit. Et on va même voir les utilisateurs, c'est-à-dire que des moments, on a des utilisateurs qui nous disent faudrait changer tel truc dans l'article parce que c'est plus vrai, ou il faut que ça soit mis à jour. On essaye de leur faire comprendre qu'ils ont les droits d'édition sur le wiki. Ils peuvent venir changer la phrase si elle est plus d'actualité. Voilà. Et surtout, un des points clés, ça a été la mesure, quoi. C'est qu'en rationalisant tous les tickets, en ajoutant ce que Lévin a évoqué un peu plus tôt, des outils d'analyse, on a été capable de mesurer c'est quoi les pages les plus efficaces, c'est quoi les sujets qui reviennent le plus. Et ça, c'est une vraie plus-value, quoi. Et surtout, quand on nous demandait, quand il y avait une demande qui partait auprès de, pas de la gestion de l'équipe, mais on va dire des couches supérieures, je suis perdu, j'ai pas le bon terme. Des niveaux N2, des N2, Pas des N2, mais plutôt au sens entreprise. Bref, quand on remontait... Dans la hiérarchie. Voilà, dans la hiérarchie, voilà. Quand on remontait dans la hiérarchie, qu'on avait des problèmes avec le support, on nous disait prouvez-le nous. Donc on en était incapable. Et là, aujourd'hui, maintenant qu'on a fait tous ces jolis travaux, on a pu arriver en disant regardez, on a 30% de tickets en plus. Et nous, et entre guillemets, nous, on a fait les efforts, les travaux nécessaires pour améliorer ça, mais on a besoin d'aide aussi. Sujet suivant quand même. Donc, pas sujet suivant. Les résultats de tout ça. Donc, je vous ai vendu des actions. Et du coup, notre graphe de capitalisation, il ressemble à ça. Donc, la partie non capitalisable, bizarrement, donc il faut savoir que le premier diagramme que je vous ai présenté, c'était jusqu'à novembre 2021, de 2019 jusqu'à novembre 2021. Et là, le diagramme que je vous présente, c'est depuis ce 1er novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui. Enfin, en tout cas aujourd'hui, jusqu'à il y a un mois environ, où on en est. La capitalisation, tout ce qu'on considérait non capitalisable, on l'a fortement réduit. Donc, on a une charge aujourd'hui de 22% qui est non capitalisable. Et je pense qu'il doit être globalement incompressible. Il y a quand même toujours des problèmes qui sont hyper spécifiques à un utilisateur. C'est-à-dire que si l'utilisateur a un package qui s'est mal installé sur son PC, vous pouvez difficilement faire une documentation sur ce cas-là. Ça, c'est pas très grave. On voit qu'il y a eu un changement. Le wiki a repris la main sur le chatbot. C'est le wiki notre principale source de documentation. On voit que y a une nouvelle source qui est apparue. Ça, c'est une chose qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait 66 000 tickets en stock et ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc, on accepte de dire aussi que la capitalisation, ça passe aussi par cet historique de tickets et que c'est une source de données comme toutes les autres, comme le chatbot et comme le wiki. Donc, je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas forcément dit ce que c'était le chatbot.
c'est un assistant Ouais. voilà, pour d'aide, voilà, classique Ouais, qu'on effectivement, peut c'est, avoir sur les postes. je considère que Pardon. ouais, effectivement, je considérais que c'est acquis pour tout le monde. Mais oui, un chatbot, c'est le fameux chat qui vous répond automatiquement à votre réponse et qui répond à côté une fois sur deux. Ouais. Avec des réponses qui sont enregistrées par les équipes. Il y a aussi ce travail, ça Ouais. représente énormément de boulot à rajouter, de mettre à jour la documentation. Donc, le chatbot, c'est pas forcément un outil qui peut être modifié de manière communautaire aussi facilement que le wiki. Ouais. C'est pour ça que le wiki a été priorisé aussi. Et finalement, on a un effet un petit peu sur le chatbot. On a les processus qui sont immuables dans le temps. Ouais, c'est ça. Clippy était un bon ancêtre du chatbot, effectivement. Donc je disais, on a les processus qui sont immuables dans le temps. Comment réinitialiser un mot de passe, sur quel serveur se connecter pour faire la réinitialisation de mot de passe, ce genre de choses, qui sont des process qui ne devraient pas évoluer avant les 10 prochaines années. Ça, c'est plutôt du chatbot. Et tout ce qui est un peu dynamique, méthodologie qui évolue, où il y a des nouvelles versions qui arrivent, etc., c'est stocké dans le wiki. Dernière piste, parce qu'on va quand même parler un petit peu d'automatisation, qui est ce qui nous manque jusqu'à maintenant. Donc les fameuses passe-plats, donc là, je rends les lauriers à César, à Lévin, qui a travaillé sur le sujet. Moi, j'y étais pas encore, enfin moi, j'étais déjà parti quand on a commencé à réfléchir à ça. Parmi la charge, on va dire, incompressible du N1, il y a ce qu'on appelle les passe-plats. Donc on vous les a présentés un petit peu plus tôt, hein. C'est des demandes sur lesquelles on n'a pas de valeur ajoutée en tant que N1 et qu'on doit directement passer au N2. Donc pareil, cette charge-là, elle a augmenté. Même limite plus, elle a doublé, par rapport aux années précédentes. Et donc, vous pouvez envisager des travaux pour commencer à dire, repérer des mots-clés et dire, en fait, cette demande-là, c'est juste un passe-plat et on la bazarde directement, quoi. Tu peux changer de slide. Alors, c'est un petit peu plus dur, je pense que, enfin, c'est pas un petit peu plus dur, je pense que c'est beaucoup plus dur à mettre en place. Déjà parce que automatiser les choses, quand on n'a pas le temps de le faire, enfin, quand on n'a pas le temps quand on a très peu de temps pour faire des choses de son côté, c'est quand même plus facile de rédiger l'équivalent d'un document que de réfléchir à comment automatiser un processus. Mais par contre, c'est des travaux qui ont quand même été attaqués côté CATS pour finalement absorber la charge supplémentaire. Quand on voit entre les deux périodes, on a absorbé, on a maintenu, on va dire, le nombre de PLASPA traités manuellement en automatisant une partie. Et tout ça, tu peux venir sur la dernière. On en retire quoi de cette expérience? On en retire que, quand on fait intervenir des gens avec, on va dire, avec d'autres mentalités, avec d'autres méthodologies qui baignent dedans depuis qu'ils sont nés, ça permet de faire des nouvelles choses et que, le DevOps, même si ça apporte beaucoup d'outils et une complexification du support, ça apporte, on va dire, ses propres méthodologies qu'on peut appliquer, dans le domaine du support pour venir améliorer celui-ci. Voilà. Voilà pour notre retour d'expérience sur cette partie. Donc il nous reste 4 minutes. J'ai peut-être débordé un petit peu, Lévin. Pas de souci. Il y a une petite partie où c'est pas vraiment l'avenir du support qu'on va présenter, mais c'est un peu l'évolution et peut-être son évolution future qui va être qu'on va mettre en avant possiblement une partie sur les questions. Faut savoir, donc comme j'ai dit, que ça date des années 80, les centres de services orientés clients, adaptés au système d'information, ça date des années 2000. On a donc le cycle de vie des services. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Ils aiment bien faire des schémas en cercle. Voilà. Donc, qui a été fait en 2007, qui est une méthodologie pour s'assurer que les services d'une entreprise fonctionnent de manière encadrée. Finalement, c'était des choses qui... la norme utile évolue en fonction de choses qui peuvent être observées dans des entreprises. Voilà. Et il y a la dernière, dernière évolution de cette norme, l'ITIL V4 en 2019, qui a mis en place
l'amélioration continue des services. Donc là, on a le diagramme en cercle situé à droite de l'écran, qui reprend pas mal de choses. En fait, ça reprend certaines étapes des personnes qui ont présenté les méthodes agiles. Voilà, il y a quand même cette réflexion autour de l'incorporation des méthodes agiles dans ces normes-là. Et quand on pense au centre de service, on peut voir, enfin moi j'ai constaté durant ma mission, et Rémi je pense qu'il constate encore aujourd'hui, qu'il y a des confrontations parfois. On parlait des communications directes, on parlait des communautés de métiers, etc., de l'amélioration continue qui doivent s'imposer dans ce modèle. Au niveau de la communication, c'est ce qui est le plus frappant, si j'ose dire. La communication dans le modèle agile, elle se veut plutôt horizontale. Rien à voir du coup avec la structure très contrôlée et pyramidale des centres de services dans le modèle ITIL. D'ailleurs, à CATS, il y avait la mise en place de personnes, des supports, des DevOps, pas des supports DevOps, mais des DevOps associés à. Je vois 4 messages, qu'est-ce qui se passe associés à chacune des équipes. Il y avait des DevOps qui essayaient de simplifier le travail du support et qui venaient expliquer comment fonctionnaient les ressources pour les personnes qui prenaient en main les technologies. Et il y a un moment où ces deux méthodes vont devoir se rencontrer, on va dire, vraiment. On peut penser aussi à ce qui a été fait chez Spotify. Et en fait, si ce modèle-là, il est présent dans cette présentation, c'est aussi parce que moi, je ne connaissais pas le modèle Spotify. Je l'ai vu quand j'ai voulu commencer à présenter la représentation et j'ai fait c'est exactement ce qu'on a chez CATS. Et donc, ça, c'est un système qui est censé fonctionner sans centre de service dans l'entreprise. Donc, il y a des PO qui correspondent à des choses assez classiques, les chapitres qui vont être des équipes transverses, qui vont gérer un ensemble de features ou des choses qui sont particulières à un chapitre, des fonctionnalités qui sont transverses à plusieurs produits. Et on a les guildes qui, dans le modèle Spotify, semblent se rapprocher de ces groupes d'expertise qu'on peut retrouver comme les N2, les N3 qui gèrent ça. Et dans ce cas-là, la communication, la communication directe est grandement encouragée dans leur modèle. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de le répliquer, ça n'a pas beaucoup fonctionné, si j'en crois la littérature. L'idée, c'est que les guildes prennent la place progressive de ces équipes de gestion. Ça simplifie, mais c'est difficile à mettre en place. Voilà. Je ne peux pas plus en parler, je ne suis pas expert. Rémi, toi, tu as un avis peut-être là-dessus? C'est ça, faisant partie des N2, comment dire, cette notion de guild, c'est pas la notion qui est le plus poussée chez CATS. Et surtout, on se rend compte que la communication inter-équipe est beaucoup plus compliquée en fait. C'est très dur d'avoir des informations venant d'autres équipes que la sienne. Et c'est vraiment aujourd'hui l'un des freins majeurs, on va dire, au modèle de support pour augmenter fortement son efficacité. Faudrait que toutes les équipes réussissent à parler ensemble beaucoup plus facilement que ce n'est le cas aujourd'hui. Même si ça s'améliore et forcément le virage à l'agile et au modèle de tribu est encore assez récent chez CATS. Donc on a quand même senti au fur et à mesure des années une fluidification. Mais il y a encore un petit peu le principe du ping-pong par moment où un ticket va se promener entre les équipes parce que il y a une chose qui a été mal identifiée
et personne ne veut prendre le temps d'aller trouver le bon interlocuteur, quoi. Yes. Aussi, il y a ce truc-là. Au N1, comme il y a les équipes N2 en général, elles gèrent beaucoup de services, on sait à peu près qui a le niveau d'expertise sur tel ou tel point. Et donc, au final, on se crée un réseau qui est assez, qui dépend des personnes pour si jamais on a besoin finalement des conseils, on prend ce truc, enfin la communication, on va dire horizontale, du coup N1, elle est 100% justifiée, donc on a une espèce on a des réseaux, des canaux de communication où moi par exemple, quand je suis arrivé sur ma mission, Rémi ou même d'autres prestataires, ça pouvait être à eux que je posais les questions assez classiques du fonctionnement de l'entreprise ou sur ce que faisait. Comme Rémi était au N2, finalement, je contactais lui en priorité aussi, mais ça peut être sur d'autres points, etc. Voilà.